Tata, on se retrouve pour une nouvelle émission C'est a fait nous, une nouvelle émission avec un jeune Martiniquais, Yann Miévili, avec lequel nous allons parler entre autres de politique. Bonjour Yann Miévili. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Ça va, ça va. Alors, on vous a aperçu ces derniers mois un peu plus souvent sur les écrans, un peu plus souvent même pour la première fois sur les écrans. Vous êtes donc un jeune Martiniquais qui aujourd'hui s'implique petit à petit en politique. On va le voir au cours de cette émission. En deux mots, dites-nous qui vous êtes. Je suis Yann Miévili, président du Mouvement citoyen de Martinique. J'ai 38 ans et très récemment, depuis 2 ans, effectivement, je m'engage dans la politique pour essayer d'apporter une nouvelle vision à la politique en Martinique et d'essayer d'impulser un nouveau souffle à la politique pour permettre aux Martiniquais de croire à nouveau dans les principes de la démocratie. Alors, au fur et à mesure de cette émission, on va vous découvrir votre parcours et notamment les raisons pour lesquelles vous avez voulu vous impliquer en politique. Et on commence justement par la première séquence, Kimonoye. Alors, ce parcours, Yann Miévili, comment est-ce que vous le décririez? C'est le parcours classique de jeune Martiniquais ou vous avez eu un parcours un peu atypique? Je dirais que j'ai un parcours un peu atypique. Après la politique, c'est vrai que c'est arrivé très tardivement dans ma vie. C'est lié à mon départ sur la métropole qui m'a permis d'ouvrir un peu les yeux sur la situation qu'il y a en Martinique, d'avoir un regard neuf sur les événements qui s'y produisent. Et c'est là aussi que j'ai eu vraiment un intérêt pour ça, d'aller comprendre le fonctionnement de cette vie politique et comprendre pourquoi les choses en Martinique en sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait de votre parcours un parcours atypique alors? Parce que j'ai différentes casquettes. Je ne m'arrête pas à une action ou une profession ou une activité. Je touche à tout et j'aime bien me passionner pour des choses diverses. Et c'est ce qui m'a enrichi en tout cas et c'est ce qui a enrichi mon parcours aujourd'hui. Alors on va revenir au tout début de la vie, de l'existence de Yann Miévili avec une première photo, puisque ce sont les photos qui rythment cette émission. Et cette première photo, vous allez la découvrir derrière moi. On vous laisse la décrire, nous la décrire. C'est la dame qu'on voit là, c'est ma grand-mère et c'est moi, bébé. Je devais avoir 18 mois à peu près. Et ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé à ma vie. Et c'est un hommage aussi que je lui rends parce qu'elle a vécu pas mal de choses difficiles dans sa vie et c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte que je n'ai pas suffisamment profité en tout cas de son expérience. Et c'est quelque chose qui, qu'en Martinique je trouve qui est dommageable. On devrait pouvoir profiter de leurs histoires. Ma grand-mère nous racontait souvent son vécu, les temps difficiles qu'elle a eus. Et aujourd'hui je me rends compte qu'effectivement il n'y a pas tellement d'écart entre ce moment-là et aujourd'hui et qu'on est un peuple tout récent et qui continuons d'évoluer au fur et à mesure. Comment vous l'appeliez, votre grand-mère? Mamie Doudou. Voilà, c'est son petit nom. Et d'ailleurs, ma fille, je lui ai donné son prénom. Qui était? Amélie. Qui est Amélie, d'accord. Voilà. Très bien. Quel souvenir vous gardez? Alors là, vous êtes encore tout jeune, mais quel souvenir vous gardez de ces premières années de votre vie? Ces premières années étaient ça s'est plutôt bien passé. Je suis troisième d'une famille de 4. J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Et voilà, on a toujours été très, très soudés en fait, dans la famille. On a toujours grandi et évolué ensemble. Et voilà, c'est un peu cette jeunesse où j'étais plus introverti à l'époque qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, vu le parcours maintenant, quand je vois ces photos où je suis plutôt très renfermé et pas trop vers l'extérieur, je me dis qu'il y a eu une belle évolution depuis. Vous avez grandi dans quelle commune? Au Lamentin. J'ai grandi, je suis né au Lamentin et j'ai évolué toute ma vie, en tout cas au Lamentin. J'ai été à l'école là-bas. Et effectivement, jusqu'à ce que je parte quelque temps. Mais finalement, à mon retour, je me suis réinstallé sur le Lamentin. Le Lamentin, ça reste votre point d'ancrage? Ça reste ma source d'inspiration et mon point d'ancrage, tout à fait. Avec peut-être des ambitions plus tard? Avec des ambitions plus tard, effectivement, selon comment évoluent les choses, oui, tout à fait. Alors, on va voir 2 autres photos qui sont elles aussi donc, des photos de votre enfance. Alors, on sent déjà, notamment sur la photo avec la fleur, un intérêt pour la pose, pour la photo. Hein. Oui, effectivement, j'avais déjà, on peut dire, la pose et puis l'envie peut-être qui naissait déjà à partir de cette photo. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé, en tout cas, porter la veste. Ça, c'est la veste de mon père.
Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé, ce côté un peu plus, dans la pose un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, ça a marqué un peu toute mon adolescence. Voilà. Et l'autre photo, alors on suppose que c'est une photo de carnaval. Tout à fait, j'étais en maternelle au Lamentin. Et ça, c'était le carnaval. Où effectivement c'est une période dont on approche bientôt là, puisqu'on y arrive, c'est fin février. Et voilà, c'est un peu ce qui fait vivre la Martinique. Et au Lamentin surtout, on avait un très très beau carnaval à l'époque. Et visiblement avec les années, ça a un peu disparu. Je reviens sur la photo avec la veste. Là, on sent déjà le côté à la fois un peu espiègle, mais aussi ce goût pour la pose photo, pour le fait de se regarder à travers un objectif. Vous aimez ça? J'aime ça. Et la photo, c'est quelque chose qui m'a pris très jeune. Vous aimez la photo ou vous aimez poser? J'aime surtout la photo. Après, c'est vrai que à ce moment-là, sur cette photo, la pose, elle est, on va dire, une pose présidentiable, si je peux utiliser le terme, où il y a déjà cette ambition peut-être qui naît dans ma tête ou dans mon esprit de dire, ben voilà, un jour ou un autre, je serai assis dans un fauteuil. Et après, effectivement, la photo, c'est quelque chose qui est une passion. J'ai eu mon premier appareil photo à 7 ans. Et à partir de là, c'est vrai que ça m'a toujours captivé et que j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la photo et à l'art. Cette enfance, donc elle se passe au Lamentin, qu'est-ce que vous faisiez de ce dont vous vous souvenez de cette partie, de cette enfance où vous aviez allé on va dire entre 5 et 10 ans, quels souvenirs vous en gardez? À cette époque-là, je faisais un peu comme tous les jeunes, hein. Je grimpais aux arbres, on jouait avec mes frères, on avait un petit groupe de musique. On s'amusait à faire des patrons de guitare et à jouer de la batterie sur des chaises. Et on s'amusait comme ça. On a toujours eu cette enfance un peu joyeuse. C'est vrai qu'on est très soudés, très familial. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, hein, on a toujours gardé ce noyau familial plutôt dur qui permet effectivement de maintenir un cap et d'évoluer. Mais c'est vrai qu'on a eu cette enfance un peu joyeuse entre le foot et toute cette activité. Et l'éducation, le rapport aux parents, aux grands-parents, vous avez tout à l'heure avec votre grand-mère, cette éducation, une éducation comment? Plutôt ouverte, plutôt stricte? Non, pas plus stricte que ça, hein. Après, j'ai grandi, on a évolué avec ma grand-mère pendant un certain temps, puisque effectivement, elle aussi, elle a dû partir pour travailler là-bas. Elle est rentrée en Martinique et pendant cette période-là, elle est restée avec nous, dans ma famille, et ce qui a créé un vrai lien avec elle. Et sinon, après, au niveau éducation, mes parents ont toujours été des personnes très ouvertes. Donc, on a souvent eu la facilité de discuter avec eux. Et derrière, ça nous a permis un peu d'évoluer plutôt bien parce qu'on habitait en cité. On a souvent une image un peu dégradée des personnes. Quelle cité au Lamentin? Cité Place d'Armes. Voilà, donc on y est entré. J'ai vécu là-bas pendant plus de 20 ans. Et on a un peu évolué dans ce milieu. Et c'est vrai que avoir cette attache nous a permis d'évoluer correctement et puis d'arriver aujourd'hui jusque-là. Donc je pense que pour mes parents, il y a peut-être une forme de fierté de voir jusqu'où on est arrivé. Alors on n'a pas de photo de votre adolescence, mais comment s'est passée cette adolescence? L'éveil à la vie, les centres d'intérêt qui arrivent petit à petit? Après, c'est le collège où j'étais à Petit Manoir. Donc là, effectivement, c'est dans la continuité, hein. J'ai toujours évolué dans la photo. Après, effectivement, j'ai commencé les arts martiaux, le karaté. Ensuite, je suis passé au lycée. Au lycée, j'ai fait un peu de planche à voile. Et c'est vrai que l'évolution, le changement a vraiment eu lieu le jour où je suis parti. C'est vraiment là qu'il y a eu un facteur déclenchant et une nouvelle ouverture par rapport à ce que j'avais vécu en Martinique. Mais durant cette adolescence, pendant vos années collège, lycée, quels étaient vos centres d'intérêt? J'ai commencé. Alors, du coup, les centres d'intérêt, j'étais beaucoup passionné par le foot. Après, j'ai pas entré en équipe, mais c'est vrai que j'en jouais beaucoup avec mes frères et mes amis dans la cité. Après, j'ai évolué, comme je disais, je fais du karaté très jeune. Je me suis intéressé aux arts martiaux. On va voir tout à l'heure une photo justement pour parler un petit peu plus du karaté. Oui. Après, j'ai testé la planche à voile. C'est pour ça que je dis que j'ai une enfance un peu atypique parce que je ne me suis pas cantonné à une seule activité. J'en ai eu plusieurs. Et après, la planche à voile, ça a été un plaisir aussi. Et pourtant, je n'étais pas très sportif à l'époque, mais c'est vrai que je m'intéressais pas mal à un peu tout parce que je trouve que ça permet de s'enrichir et de voir différentes choses. Alors, quand vous disiez que vous vous intéressiez à un peu tout, on va voir justement une photo d'un sport que tout le monde ne pratique pas, le canyoning. Oui, tout à fait. La descente en rappel, enfin voilà, ça c'est déjà très jeune, ça vous a attiré le goût pour des sports, on va dire, un petit peu différents?
Plus jeune, oui. Après, le canyoning, c'est une expérience que j'ai eue il y a 3-4 ans. Super expérience. Après, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombé dedans et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ce côté un peu entre la nature. C'est vrai que la nature, moi, je suis très nature. J'aime bien me poser. Ça a un côté plutôt où ça détend. Et le canyoning, effectivement, entre le côté un peu extrême et cette découverte de la nature, c'est une activité que j'ai pas mal appréciée. Et là, on était où alors Absalon, je crois, si je ne me trompe pas. Absalon. Ouais. Sur la route de la Trace. C'est ça, tout à fait. Voilà, Ouais. à Fort-de-France. Et puis l'autre photo donc, du sport, alors là, ce sport, vous l'avez pratiqué déjà très jeune, vous nous le disiez. On va la voir, donc c'est le karaté. Alors là, j'ai changé. Là, je suis à Paris. Là, c'est pas le karaté. Non, là, je suis à Paris et en fait, j'avais commencé à faire du Viet Vo Dao. D'accord, très Donc bien. c'est toujours un peu dans la continuité. Kimono bleu. Kimono bleu, voilà. C'est un autre sport un peu plus acrobatique. Et effectivement, c'était pas très loin de chez moi. Il y avait cette salle de sport. Et pareil, hein, le sport, ça amène cette convivialité, cet esprit d'équipe. Et une super belle expérience que j'ai pu vivre en étant là-bas. Et quand je suis rentré, dommage, j'ai pas pu continuer. Mais c'est vrai que c'est une période super intéressante. Et c'est un sport qui est bien. Les arts martiaux, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? On dit souvent que ça permet de se poser un peu, notamment pour les enfants turbulents, les Itata. Pour vous, qu'est-ce que les arts martiaux vous ont apporté? Ça apporte une sérénité. Et puis c'est vrai que ça permet de canaliser. Le sport de combat, c'est un sport qui amène la sagesse. Parce que voilà, on a un outil, on manie un outil qui est plutôt dangereux dans son utilisation en fonction de ce qu'on en fait. Et voilà, et puis il y a la convivialité aussi liée à ce sport. Et voilà, ça m'a apporté tout ça, ça m'a apporté un peu cette sérénité, cet apaisement et d'apprécier en tout cas l'effort que ça donne. Quand vous parlez d'apaisement, ça veut dire que vous étiez un peu perturbé, adolescent? Non, j'ai toujours été très posé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de moi. J'ai toujours été quelqu'un de très posé, très réfléchi. Et c'est vrai, dans la continuité, je me suis retrouvé pas mal dans ce type d'activité. Et le sport de combat, au-delà en fait, de la maîtrise de l'art, c'est aussi une maîtrise de soi. Et c'est ce qui permet un peu aussi d'évoluer sereinement dans ce sport. Vous avez pratiqué les arts martiaux à un niveau de compétition? Non, toujours très limité en fait. Hein. Moi, j'ai découvert, j'ai apprécié. Après, le fait de rentrer, j'ai dû arrêter cette activité. Mais je n'ai jamais été jusqu'à en faire une compétition et à vraiment m'installer là-dedans. C'est vrai que c'est pour ça que je dis que je touche à tout. Après ça, effectivement, j'ai fait aussi à Paris de la danse de salon. Je me suis testé au tango. Donc voilà, un petit côté danse avec les stars. Voilà, c'est ça. Mais c'est là où je dis qu'effectivement, le sport c'est bien et l'ouverture d'esprit permet effectivement de toucher un peu à toutes ces choses et c'est des très belles découvertes. J'ai connu des gens très, très intéressants et ça apporte quelque chose de bien dans la vie en fait. Je pense que tous les enfants devraient pouvoir au moins essayer plusieurs sports durant leur évolution. Quand on suit votre parcours comme ça, enfant, adolescent et les différentes pratiques que vous avez eues, on a quand même l'impression de quelqu'un qui cherchait à se canaliser ou qui cherchait un peu sa voix. Alors plus à chercher sa voix. Alors c'est vrai que pendant très longtemps j'ai un peu cherché ma voix, à savoir qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'avais envie de découvrir. Et je pense que c'est dans la recherche de soi en tout cas, parce que c'est quelque chose que je cultive aujourd'hui par le biais du développement personnel. C'est vrai que quand on est jeune et tout, on ne sait pas vraiment où on va. On se cherche un peu, on essaie de définir quelle activité professionnelle on va faire parce que c'est très jeune qu'on doit savoir où on va. Et c'est vrai que moi, j'ai pris du temps avant de savoir où j'allais à ce niveau-là, professionnellement parlant aussi. Et donc, du coup, j'ai un peu touché à tout. Et alors ensuite, les études, enfin ensuite, à ce moment-là, les études, vous avez commencé par quoi? Ou vous avez fait quel type de Alors, j'ai fait un bac pro logistique. Que j'ai fait la première année où je suis parti là-bas. Je suis entré en Martinique et je me suis plus centré vers le commerce. Donc j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est vente et autres. Et après j'ai fait un BTS MUC, manager des unités commerciales. Et après j'ai évolué dans la banque pendant 5 ans en tant que conseiller clientèle. Dans la banque donc? Dans la banque, oui. En France, justement, c'était à cette même période où entre l'activité salariée et le sport, ça permettait d'avoir cette cassure qui pouvait un peu nous permettre de souffler
Parce que la banque, c'est un milieu qui est très contraignant, parce qu'on a des objectifs chiffrés, on avait des réunions assez régulières avec notre responsable pour pouvoir mettre en place un plan dans notre activité. Et donc, le fait d'avoir fait un BTS logistique, ensuite un BTS MUC, c'est ça? Un bac pro logistique. Un bac pro et un logistique, BTS. ensuite un BTS management des unités commerciales. Voilà, vous étiez encore en train de vous chercher au niveau professionnel, au niveau... Oui, effectivement, parce que à ce moment-là, lorsque je suis parti faire ce bac pro, je laissais le lycée. Enfin, j'avais arrêté pendant une année parce que je n'avais pas eu mon bac par la voie générale. Donc j'ai pris une année sabbatique et par la suite, je me suis réorienté vers la mission locale du Lamentin où effectivement on a fait un bilan de compétences et je suis parti sur de la logistique. Après, une fois là-bas, c'est quelque chose qui m'a pas mal plu parce qu'il y a beaucoup de réflexion dans la logistique, il faut planifier pas mal de choses. Et par la suite, quand j'ai voulu évoluer, il n'y avait pas encore à Paris, là où j'étais, le BTS logistique. Donc du coup, je suis parti parce que j'ai eu une expérience d'un stage dans le milieu bancaire et ça m'a pas mal plu. Donc, effectivement, j'ai dû évoluer vers un autre BTS pour intégrer le milieu de la banque. Alors, ce passage dans le milieu bancaire, alors vous n'y êtes pas resté, on verra tout à l'heure un petit peu ce que vous avez fait ensuite, mais qu'est-ce que vous en retenez? La banque, a priori, c'est un métier dans lequel, enfin, je dirais presque beaucoup, enfin, un certain nombre de personnes ont envie de faire, parce que, voilà, on se dit, c'est la voie royale, c'est l'argent, c'est des facilités pour avoir des prêts. Pourquoi vous n'y êtes pas resté? Alors, je ne suis pas resté parce que j'ai dû rentrer en Martinique. Ah oui, donc vous étiez à Paris à ce moment-là. J'étais à Paris à ce moment-là. J'ai dû rentrer en Martinique parce que j'avais mes enfants qui étaient ici. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de laisser le travail que je faisais, de rentrer en Martinique. Mais le milieu bancaire, c'est vrai que c'est un milieu qui est super intéressant parce qu'on voit beaucoup de facettes de la vie des gens. Il faut faire pas mal preuve de psychologie. Parce que vous êtes confronté à des personnes qui sont dans des situations parfois difficiles. C'est ce qui est un peu le problème des Martiniquais aujourd'hui, qui arrivent en début de mois en état découvert. Donc il faut savoir comment les aider dans cette situation-là. On voit aussi côté où on a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui se retrouvent seuls. Ça, c'est une expérience que j'ai eu l'occasion d'avoir. L'argent ne fait pas le bonheur, forcément. L'argent ne fait pas le bonheur, ouais. Et ça crée des divisions dans les familles. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte dans ce milieu-là, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent et puis du jour au lendemain, votre famille vous tourne le dos. J'ai eu des clients qui se retrouvaient seuls, leurs enfants étaient partis, ils ne voyaient pas leurs petits-enfants. Et malgré tout l'argent qu'ils avaient, on sentait que cette détresse dans leur voix, de se dire que parfois ils pourraient mettre ça de côté si ça leur permettait de retrouver, de pouvoir passer du temps avec leurs petits-enfants. Vous considérez que ce passage dans le milieu bancaire a été très formateur pour vous? Il a été très formateur parce que au fur et à mesure de l'évolution, alors c'est peut-être pour ça que j'ai dit que mon parcours est aussi atypique, parce qu'en fait ça m'a permis de faire face à différentes situations, à rencontrer différents types de populations. Et ça raconte pas mal d'histoires en fait. Quand on est dans ce métier-là, on voit des choses étonnantes, d'autres moins. Par exemple, les personnes âgées qui arrivent en fin de carrière et que vous avez l'impression que ils se battent tous les jours pour pouvoir subsister. C'est une vraie difficulté. C'est vrai que quand on vit au quotidien, on ne voit pas ça, on n'a pas cette vue en fait. Et c'est vrai que ce métier-là m'a permis d'avoir toutes ces facettes et de me rendre compte qu'effectivement, le plus important, aujourd'hui en tout cas, c'est de bien vivre, et de vivre correctement et puis de pouvoir apprécier la vie telle qu'elle est. Alors, on va revenir tout à l'heure sur votre activité professionnelle, en tout cas celle vers laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui. Mais vous avez rapidement parlé de vos enfants. Vous avez eu des enfants très tôt, très jeunes. À 24 ans, oui. J'ai eu ma première fille à 24 ans. Et je crois que vous n'avez que des filles, en fait. Oui, j'ai 4 filles. Donc, j'ai pas mal. J'ai beaucoup de chance, quand même, parce que j'ai 4 filles magnifiques. Donc, j'ai une qui est dans le chant, qui chante aujourd'hui. C'est sa passion. Il faut croire qu'on a un côté artistique dans la famille. Et, donc, qui a à peu près 14 ans, c'est ça? Qui va avoir 15 ans, qui a eu 15 ans en décembre, et qui a participé à un concours de chant qui est parti en France, d'ailleurs, au mois de décembre. Et qui a gagné le prix de l'autodidacte. Elle a été à l'Opéra de Paris, elle a vécu une expérience extraordinaire et je trouve ça intéressant. Et avec l'objectif pour elle de faire carrière dans le chant, ou alors pour le moment Non, après ça lui plaît, je pense que c'est sa passion. Donc pour l'instant c'est les études d'abord, et puis on verra par la suite si effectivement elles vont faire une carrière, mais en tout cas pour l'instant c'est une passion qu'elle a et qu'elle profite en tout cas des opportunités qui y sont liées pour pouvoir évoluer.
Quel souvenir vous gardez du jeune papa Yann, papa à 24 ans, c'est relativement jeune. C'est très jeune, hein. Après, ça change la vie. Ça change la vie parce qu'on a des responsabilités très tôt, alors qu'on est en construction de sa vie personnelle et professionnelle. Et là, effectivement, j'étais un papa très inquiet, parce que on ne sait pas trop comment ça fonctionne, hein, d'être père. Il n'y a pas vraiment de manuel qui nous explique comment devenir papa, comment gérer. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, je souris des actions que j'ai pu avoir parce que parfois, pendant la nuit, je me réveillais pour voir si son cœur battait toujours. Et voilà, je me dis, aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis, voilà, je me réveille en pleine nuit pour aller voir si ma fille, voilà. Mais aujourd'hui, c'est une super belle expérience. C'est très enrichissant parce que ça nous permet de nous remettre un peu face à cette problématique, de savoir comment évoluer, comment prendre les bonnes décisions par rapport à ce qui se passe. C'est vrai que le monde aujourd'hui a pas mal évolué par rapport à tout ce qui est digital et numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants sont plus confrontés à des violences que nous, on n'avait pas quand on était jeunes. Donc vous avez eu 3 filles ensuite. Quels sont leurs prénoms d'ailleurs, si vous voulez bien nous Alors il y a dire. Naïli, Taïna, Amélia et Jada. D'accord. Les dernières, ce sont des jumelles. Très bien. Qui ont de 15 à 4 ans. Elles ont 4 ans ce mois-ci. Alors comment ça se passe un papa avec 4 filles, vous l'avez dit, hein, vous avez été papa très jeune. Aujourd'hui, on va dire, vous êtes rodé, vous êtes un père plutôt communicant, disponible. Alors j'essaie d'être disponible et de communiquer au mieux parce qu'effectivement c'est des choses que j'ai pu constater qui peuvent manquer aujourd'hui. Il faut être ouvert et pouvoir parler naturellement aux enfants qui puissent comprendre que on est là pour les entendre, pour les écouter, et que s'il y a une problématique, il faut qu'elles puissent avoir une oreille attentive. Et donc voilà, aujourd'hui j'essaie toujours de m'améliorer en ce sens parce que c'est vrai que on n'est pas toujours aguerri à ça et que parfois on fait des erreurs. Et le principal, en tout cas, c'est de toujours pouvoir rebondir et de savoir, lorsqu'on a commis une erreur, de pouvoir aussi dire à ses enfants que là, sur ce coup-là, ça a été un peu loin. Le partage des tâches quotidiennes avec la maman, comment ça se passe? Là, aujourd'hui, mes filles, je les ai une semaine sur 2. Donc, vous êtes séparés? Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, elles ont chacune leur vie d'un côté comme de l'autre. Donc, Après, c'est quelque chose qui est plutôt fréquent en Martinique, d'avoir des enfants qui se retrouvent dans une situation pareille. Après, elles évoluent très bien depuis. Et pour l'instant, elles trouvent leur équilibre et c'est très bien comme ça. Alors, on va voir une autre photo. On a parlé tout à l'heure de votre goût pour la photo ou pour la pose. Oui. Là, en l'occurrence, c'est le micro. Alors, vous avez quel rapport avec la vie publique, avec la prise de parole en public? On vous voit très à l'aise, même si on sent une forme de timidité. Là, on vous voit au micro. On suppose que vous étiez sur une radio. C'est ça. Alors, quel est ce rapport avec le... C'est là où je dis, quand je vois ma photo petit et je vois cette différence entre le côté introverti où voilà, je restais dans mon coin, j'étais un peu dans ma grotte, et tout ce que je fais aujourd'hui, des prises de parole en public, d'aller à la radio pour un peu débattre de ce que je fais, des problématiques qu'on a en Martinique, de passer à la télé. Et là, je vois en fait qu'il y a une vraie différence entre ce jeune homme que j'ai été, cet enfant que j'ai été hier et le jeune que je suis aujourd'hui. Donc il y a une vraie évolution, mais derrière, pour moi, c'est important. Tout ce que je fais aujourd'hui est important parce que ça rentre dans une dynamique où il y a une évolution qui est nécessaire en Martinique. Et donc je prends mon courage, en tout cas aujourd'hui, pour faire ça. Et c'est de là en fait que je nourris cette capacité à venir et à pouvoir prendre la parole en public ou aller en radio ou venir sur les chaînes télé. Vous vous considérez aujourd'hui comme un homme public. Vous avez franchi le cap justement de ce rapport au public à travers, par exemple, les médias, à travers des conférences. Je dirais que je suis un homme qui est en devenir. Donc pour l'instant, je ne me considère pas totalement comme personnalité publique. Mais je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution des choses, ça tend à venir. Et pour moi, la proximité avec la population, avec ceux qui m'écoutent, c'est pour ça que je fais pas mal de lives sur les réseaux sociaux. Je m'investis dans tout ce qui est militantisme aussi. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre ce que je fais au quotidien, ces prises de parole, et le fait de rencontrer les gens en réalité, parce que pour moi, c'est une continuité. Donc vraiment dans la découverte des gens, et puis c'est des problèmes qui leur parlent, c'est des choses
Et puis l'avantage que j'ai aussi, c'est des problèmes dont je suis confronté au quotidien. Donc je n'ai pas ce regard un peu distant par rapport à ce qui se passe en Martinique. Je le vis au quotidien comme un peu tout le monde, peut-être de façon différente parce que je relativise pas mal et c'est vrai que j'essaie d'entreprendre en tout cas tout ce que je peux pour changer ça. Et voilà, donc pour l'instant, je me dirais que je suis une personne, entre guillemets, normale qui essaye de changer un peu les choses dans son pays. Mais vous aimez prendre la parole, être regardé, il y a un petit côté un peu Non, je ne suis pas narcissique. Narcissique, non. peut-être un peu égocentrique? Non, pas du tout. Prendre la parole, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui parce que, comme je dis, il faut expliquer les choses aux gens et c'est dans cette démarche que je suis et c'est dans cette démarche que j'ai créé le mouvement citoyen de Martinique. C'est dans un premier temps pour expliquer aux gens, pour leur parler, pour leur faire comprendre qu'on peut créer quelque chose, qu'on peut faire quelque chose sans avoir bac+12 ou d'avoir une carrière politique derrière. C'est dans cette idée que je me suis lancé pour donner aux gens envie de continuer, de retrouver goût à la politique, de comprendre en fait ce qu'est la politique dans la vie de tous les jours, dans notre vie au quotidien, comment elle a un impact sur ce qu'on vit. On l'a vu d'ailleurs avec les derniers mouvements de grève et puis les obligations qui sont là et la limitation de la liberté de tout un chacun, que la politique a une importance et qu'on ne peut pas simplement détourner le regard en se disant on fait notre petite vie et voilà. Donc après, comme je dis, j'ai toujours dit à ceux qui m'entourent, si demain quelqu'un d'autre prenait la parole et faisait ça, je retournerais tranquillement à ma petite vie et m'occuper de mes enfants et de passer plus de temps avec elles. Et de votre passion, parce que vous avez une passion, enfin une parmi d'autres peut-être, la photo, et on va voir justement, ça cadre avec cette émission, on va voir justement 2 clichés qui symbolisent un petit peu votre intérêt pour la photo. Alors il y en a un, c'est un selfie. L'autre qui rappelle un peu Charlie Chaplin sur les ponts de Paris. Alors je vous laisse les commenter. Alors la photo à Paris, c'est ce qui est extraordinaire avec Paris, et c'est là où effectivement ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup aimé faire des photos de paysages. Et à Paris, l'architecture est bien lotie pour ça. Et en fait, c'était une idée, c'était un projet photo que j'avais. Je l'ai appelé, sur la base de Charlie Chaplin, avec le petit parapluie, le chapeau et le manteau noir. Il y a d'autres clichés, pareil, de dos, qui font face à un paysage. Et chaque fois, c'est vous sur les photos? Chaque fois, c'est moi. Comment vous avez fait? C'est vous qui avez fait l'autre? Non, l'autre, c'est moi aussi, c'est un selfie. Mais celle-là, celle à Paris, c'est une amie qui était avec moi à ce moment-là, qui a pu faire la photo. Et c'est la mise en scène. Moi, j'ai fait la mise en scène est de vous, quoi. La mise en scène, c'est de moi. Et effectivement, c'est là où je dis qu'il y a un côté artistique. Paris et donne, en tout cas aux artistes, cette capacité d'imaginer tout un tas de choses. Et en fait, j'avais développé dans mon esprit un peu ce procédé de faire des photos dans des endroits un peu précis à Paris, avec ce thème de dos, avec le parapluie. Et c'est ça en fait, c'est la beauté de la chose et c'est ce qui est inspirant à Paris, c'est qu'on se promène, on voit des choses intéressantes et ça développe l'imaginaire. Et le selfie alors, je suppose que c'est en Martinique? Ça c'est en Martinique, c'est à mon travail en fait. Voilà, effectivement. Du coup, comme j'ai toujours été derrière l'appareil, il y a ce côté où les gens qui sont souvent derrière l'appareil ont du mal à se prendre en photo. Et donc du coup, c'est peut-être une forme de thérapie pour me dire, effectivement, on peut aussi passer de l'autre côté et se montrer. Et voilà, donc pour moi la photo c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet de faire ressortir des émotions, ça permet de faire ressortir des choses intéressantes et c'est ça, je suis adepte. Et vous avez parlé de Paris et de son décor, ces décors architecturaux qui favorisent effectivement l'envie de faire des photos, mais la Martinique et ses paysages magnifiques et tout ce qu'on a comme diversité de sites et de personnes. Vous en faites aussi sur la Martinique? Alors quand je suis entré, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, parce que entre le temps où je suis entré et le temps où j'ai repris des activités, je me suis posé pendant un an, le temps de faire un peu le chemin inverse, de me déshabituer à Paris pour me réhabituer à la Martinique. Après, je fais beaucoup de photos aussi de la Martinique, même des plages, de certains endroits. Mais c'est vrai que le temps est plus court aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus d'occupations, ce qui fait que ça fait un moment que j'ai un peu délaissé la photo. Mais de temps en temps, avec mon appareil photo, surtout avec mon téléphone, dès qu'il y a un moment ou une lumière ou quelque chose, j'essaie le plus souvent de la capturer. Alors on continue à parler de vous à travers justement la rubrique Martinique. Alors Yann Yévili, vous l'avez dit,
là, vous avez beaucoup vécu à l'extérieur de la Martinique, vous êtes souvent parti, revenu. Oui. Que représente la Martinique pour vous? C'est votre pays, certes, mais au-delà. Bah, la Martinique, c'est mon pays, hein, c'est là où j'ai grandi, où j'ai évolué, c'est là où j'ai fait mes premières armes, hein, même au niveau politique aujourd'hui. Donc c'est une île qui est très riche, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en Martinique, beaucoup de paysages à découvrir. Et c'est vrai qu'elle a une importance fondamentale, hein, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'à travers cette action politique, ce que j'essaie de faire, c'est aussi de la faire évoluer pour qu'elle puisse être, comment dire ça, mieux représentée et mieux vue à travers le monde. Quel rapport, vous qui avez beaucoup vécu en France hexagonale, quel rapport, on va avoir une photo d'ailleurs où vous étiez au sport d'hiver, donc ce n'est pas forcément le sport vers lequel les Martiniquais iront naturellement. Quel rapport percevez-vous aujourd'hui ou souhaiteriez-vous entretenir avec la France hexagonale? Par exemple, vous parlez beaucoup de métropole, vous savez que certains réfutent ce terme de métropole et vous préférez parler comme moi de France hexagonale ou de France continentale ou de France européenne ou d'Europe. Quel rapport vous percevez aujourd'hui? Est-ce que ce rapport vous paraît simple ou plutôt très compliqué? Bah, c'est un rapport qui est simple, qui peut être simple, mais qui est compliqué aujourd'hui, parce que je pense que le regard qu'il y a au niveau de la France par rapport à la Martinique est un regard qui est posé sur nous avec pas mal de difficultés et d'incompréhension. Je pense qu'il y a cette problématique qui existe, c'est que là-bas, on voit souvent la Martinique comme une île où on passe ses vacances, sans derrière aller chercher à savoir ce qui se passe vraiment. Vous voulez dire les Français de l'Hexagone quand ils viennent ici, les touristes. Voilà, c'est ça. Il y a le côté touristique souvent qui revient, et c'est vrai que la Martinique est souvent montrée à ce niveau-là. Donc dès qu'il se passe un événement et qu'il passe à la télé, on se pose vite des questions sur les événements qui s'y produisent. Et je pense que c'est ça, de mon expérience là-bas, effectivement, le regard des Français de l'Hexagone, en tout cas, n'est pas le même et ne comprennent pas en fait. On est souvent stigmatisé par rapport aux petits ponches, aux zouks et ce genre de choses. C'est vrai qu'on reste toujours enfermé dans cette vision, dans cette idée qu'en Martinique, les clichés, où on est plutôt posé sous un cocotier, où on n'est pas vraiment des travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer en fait. C'est une image qu'il faut changer. Il y a un travail à faire là-dessus. Et pour moi, les rapports First and Simple, parce qu'on peut s'apporter beaucoup, autant la France que la Martinique peut apporter à la France. Et c'est un travail qu'il faut faire et qu'il faut remettre en tout cas à l'ordre du jour. Et c'est important pour changer la vision, parce qu'on la voit, il y a eu beaucoup de problématiques par rapport à ça depuis 2019 en Martinique. On a vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux circuler par rapport aux touristes qui venaient en Martinique et cette espèce d'appropriation des lieux. Voilà, donc c'est quelque chose qui pose problème en tout cas aujourd'hui et qu'il faut changer. Et vous vivez cette relation avec la France, vous de façon, je dirais, impliquée en allant par exemple faire du ski, vous puisez en fait ce qui vous plaît sur les deux territoires. Bah, je pense que c'est ça, hein, la force en tout cas notre force, c'est de pouvoir s'enrichir des expériences d'un côté comme de l'autre. La Martinique a beaucoup de choses à nous apporter, comme la France a beaucoup de choses à nous apporter. Il y a une architecture, des paysages. Après, voilà, c'était mes premiers pas sur la neige et au ski. Je pense que c'est important de pouvoir unir les deux en fait, parce que les deux sont là et sont riches et il faut qu'on apprenne un peu à vivre avec ça, qu'on ne soit plus les uns contre les autres, mais qu'on arrive à communiquer là-dessus et à s'échanger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Martiniquais qui n'ont pas vu la neige et qui n'ont jamais été au ski. De la même façon que vous avez beaucoup de Français qui n'ont jamais été à la plage et qui ne savent pas nager. Donc voilà, il y a une possibilité de s'enrichir avec ces deux territoires. Et c'est vrai que moi, je puise pas mal d'informations sur la France. Je m'enrichis de ce qu'elle m'a apporté. Mon départ là-bas m'a permis effectivement de côtoyer des personnalités diverses. Qui venaient de divers pays. Donc ça a enrichi en fait ma culture. Et c'est pour ça que derrière, ça m'a permis aussi d'avoir une ouverture d'esprit qui est totalement différente et de pouvoir un peu consolider tout ça à travers les expériences que j'ai menées et par rapport aux actions aujourd'hui que j'entreprends. On va voir un autre cliché et là on va revenir à votre activité professionnelle, ou en tout cas à l'une d'elles, puisqu'on va le voir, vous avez eu un parcours professionnel assez varié. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette photo? Ça, j'ai créé une entreprise en 2017 de location de voitures. Parce que depuis tout petit, en fait, depuis mes 18 ans, j'ai toujours été passionné, en tout cas intéressé par le milieu entrepreneurial.
Et la première chose que j'ai voulu faire à cet âge-là, c'était à l'époque où, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait cette compagnie aérienne AOM qui avait fait tout à faillite. fait. Et je me rappelle que j'étais devant la télé en train de regarder ça, j'avais pris mon petit bloc-notes et puis j'étais en train d'écrire comment je pourrais récupérer, enfin remettre cette compagnie aérienne d'aplomb parce que effectivement. Ah oui, clairement, on reprend une compagnie aérienne. Ouais, c'était mon premier challenge. Et je me rappelle, mon père m'a dit ce jour-là, mais mon fils, tu as des rêves qui sont un peu trop grands pour tes épaules. Alors depuis, je me suis un peu ravisé, j'ai un peu réduit la chose. Et c'est vrai que ça a été une expérience super enrichissante parce que c'est bien d'avoir toutes les facettes. Et c'est pour ça que je dis que j'ai un parcours un peu éclectique. J'ai été autant salarié, après j'ai eu aussi une mission syndicale dans l'entreprise dans laquelle j'étais à Paris. Et puis là, de monter cette entreprise, ça m'a permis aussi de voir ce qu'il y a derrière, les responsabilités qu'on a à être chef d'entreprise, à développer une activité, à chercher de la clientèle, à être en contact avec les gens. Et voilà, c'était une super expérience qui s'est arrêtée en 2020 par rapport au Covid. Mais la location de voiture en Martinique, alors bien entendu, c'est une activité centrale, en tout cas quand le tourisme peut fonctionner sans trop d'entraves. Malheureusement, oui. ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Et c'est une activité dont sur laquelle on peut bien gagner sa vie. On peut relativement vivre, oui, effectivement, parce que j'ai beaucoup de personnes qui font la même chose. Soit ils le font pleinement, c'est-à-dire que c'est leur activité principale. Et, voilà, ils ont pleine saison, comme en ce moment où il n'y a quasiment aucun véhicule à louer disponible en Martinique. Voilà. Après, c'est vrai que c'est saisonnier, donc vous avez des périodes de décembre à février-mars, où c'est la haute saison. Ensuite, il y a une période plus creuse d'avril à juin. Et ensuite, ça reprend de juillet à août. Et après, c'est cyclique. Donc, effectivement, cette période-là fait qu'on est obligé de capitaliser. Donc, forcément, les prix sont à hauteur du manque de véhicules. Oui, aujourd'hui, on a parfois jusqu'à 40-50 euros par jour, ce qui semble quand même exagéré. Oui, mais ça, c'est petit. Vous avez des agences de location, des gros loueurs qui sont à plus de 60-80 euros des fois pour des véhicules de catégorie A ou B. Oui. Donc, c'est vraiment là où on maximise les profits pour pouvoir subvenir sur les 6 prochains mois qui arrivent. Alors, votre activité professionnelle, entre-temps, a évolué, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, je travaille à Pôle emploi. Donc ça aussi, c'est une autre facette. Et c'est pour ça que je dis que ma vie est riche, parce que ça, c'est un autre côté. Enfin, moi, j'ai vu plusieurs côtés de la vie des gens, que ce soit au niveau de la gestion de leur compte. J'ai travaillé aussi à l'IOCOM, qui est une caisse de retraite complémentaire. Donc là, j'ai vu aussi la partie retraite, l'importance de bien préparer sa retraite aujourd'hui, que beaucoup de Martiniquais... Toujours des métiers de contact avec le public ? Toujours des métiers de contact avec le public et des métiers qui m'ont apporté, qui ont enrichi ma connaissance. Et aujourd'hui, effectivement, à travers mon travail à Pôle emploi, je plaide beaucoup pour la retraite parce que on a beaucoup de Martiniquais qui ne font pas attention à ce genre de choses et qui se retrouvent au moment de partir avec des trous dans leur carrière parce qu'ils ne retrouvent plus leur bulletin de salaire, l'entreprise en question a disparu parce que le tissu économique martiniquais il fait beaucoup de petites entreprises et qui ont une vie plutôt réduite en fonction des activités. Et voilà, du jour au lendemain, c'est quelque chose qui empiète sur vos indemnités parce qu'effectivement, si vous perdez 5 ans de carrière ou 10 ans, derrière, ça impacte aussi l'indemnité que vous allez recevoir à ce moment-là. Donc c'est vraiment un cheval de bataille qui aujourd'hui est important pour moi à travers le métier que je fais aujourd'hui à Pôle emploi. On va voir une autre photo qui là concerne les médias. C'est une photo récente de France Antilles. Quel regard portez-vous sur les médias en Martinique particulièrement ? Vous êtes devenu un homme de médias, vous êtes en train on vous voit de plus en plus sur ces différents médias. Quel regard vous portez sur les médias chez nous ? De mon expérience, c'est compliqué. J'avoue, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir participer ou à être invité sur des plateaux ou en radio. C'est vrai que c'est un peu un parcours du combattant quand on est jeune et qu'on décide de s'intégrer dans la politique. Parce que forcément, on invite toujours les mêmes personnes sur les plateaux télé ou en radio. Et je trouve ça dommage parce qu'on demande du changement. Les Martiniquais sont friands de changement et on ne permet pas à ce changement d'émerger parce que les médias sont un peu toujours dans la même vision, dans la même trajectoire. Et je trouve que France Antilles, qui a été repris d'ailleurs par monsieur... Par le groupe Niel. Le groupe Niel, tout à fait, qui est censé installer leur réseau aussi en Martinique. Le réseau Free, oui. Voilà, tout à fait. Donc on attend, parce que ça fait déjà 2-3 ans qu'ils avaient promis ça. Donc voilà, moi je trouve que les médias sont... En Martinique, en tout cas, il n'y a pas une ouverture par rapport à ça. Les jeunes ont du mal à s'intégrer alors qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et je pense que les médias, ils gagneraient à ouvrir un peu plus, à élargir leur champ pour permettre à des jeunes, que ce soit dans les entreprises ou des jeunes qui entreprennent en Martinique, de pouvoir avoir un accès moins difficile, en tout cas, aux médias.
Je vais vous présenter maintenant 2 vidéos. On va les voir l'une après l'autre. La première se passe en Guadeloupe et la seconde se passe en Martinique. On les regarde et puis on revient en plateau. Martinique, levez, 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 levez. Martinique, levez, levez, maman, levez. Pour nous, le pas faire le temps, maman, nous pas faire le temps, maman, nous pas faire le temps. Alors la première, c'était la Martinique, la Oui. seconde, la Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous frappe à travers ces 2 vidéos, Yann Mévili? Bah, si quelque chose c'est la force de la mobilisation. C'est vrai qu'en Martinique, on a du mal à fédérer autour des problématiques qu'on a. C'est quand même impressionnant, se débouler en Guadeloupe où on a cette masse de plusieurs oui. milliers de personnes qui... Bon, alors c'était bien entendu pendant les événements de novembre-décembre. Ouais. Et puis la Martinique où effectivement il y a une petite mobilisation, plutôt syndicale d'ailleurs, mais voilà, qui n'a pas du tout la même puissance, la même force. Non, effectivement, il y a une vraie différence à ce niveau-là. En Martinique, comme je disais, on a du mal à fédérer, les syndicats ont beaucoup de mal à fédérer autour de, de leurs actions. Est-ce que ça veut dire qu'on fait moins peuple en Martinique qu'en Guadeloupe? Je pense qu'on a, à ce niveau-là en tout cas, on a beaucoup de difficultés à se réunir autour des revendications qui peuvent être soulevées. Et malheureusement, le Martiniquais est un peu centré sur sa vie. C'est la résultante en fait des 40 dernières années de politique et de vie syndicaliste. C'est malheureux, mais ce sont les mêmes qui sont à la tête des syndicats, qui sont à la tête des partis politiques. Et aujourd'hui, malheureusement, vous avez des personnes qui ont un peu entaché l'image syndicale. Quand on va en Martinique, on a été bloqué pendant 4 à 5 mois au niveau des transports en commun. Pour des raisons un peu désuètes. C'est vrai que les Martiniquais respectent des raisons beaucoup. désuètes pour vous, il n'y avait pas de raison de fond qui justifiait l'origine en tout cas de mobilisation. cette grève de la mobilisation au départ était un peu douteuse, je dirais. Finalement, elle s'est transformée par la suite, mais ça c'était en 2019 ou 2018, je ne sais plus. Et voilà, les Martiniquais ont beaucoup respecté parce que il y a des personnes qui ont été privées en tout cas de transports en commun, sachant que les transports en commun en Martinique sont déjà très difficiles. L'accès aux transports en commun est vraiment compliqué en Martinique. Il y a très récemment, ils ont ouvert des lignes sur le nord. Mais voilà, donc je pense que c'est ça qui pénalise en tout cas, à la différence peut-être de la Guadeloupe, où lorsque vous avez un acteur syndical important comme Élie de Mota, qui crée une manifestation, qui parle aux Guadeloupéens, sa parole a fait foi en fait, elle a une valeur pour la population guadeloupéenne et je pense que depuis très longtemps, parce qu'ils ont des problèmes d'eau aussi là-bas, et ça fait un moment en fait qu'ils sont dans cette difficulté. Et lorsqu'il y a une émergence à ce niveau-là de la part d'un représentant syndical comme Élie de Mota, derrière, je pense que la population fait foi. En plus, ils ont Aki aussi qui appuie derrière. Donc, ils ont vraiment une construction syndicale qui est totalement différente et un rapport, en tout cas, à la lutte syndicale qui est différente en Martinique. Alors, on va continuer à parler à la fois de social et de politique à travers la dernière rubrique politique. Alors c'est peut-être celle qui vous intéresse le plus aujourd'hui, Yann Mévili. Vous vous êtes lancé en politique à travers ce mouvement citoyen de Martinique. Racontez-nous un petit peu cette décision de vous lancer en politique. On vous a vu d'ailleurs candidat aux dernières élections territoriales. Tout à fait. En fait, c'est parti de quoi? C'est parti de ce qui s'est passé en France en 2009. Donc c'est pour ça que je dis que je m'enrichis pas mal de ce qui se passe là-bas. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes est parti d'une incompréhension et d'une mobilisation par rapport à l'augmentation du prix de l'essence. On a vu ces 6 derniers mois ou 7 derniers mois en Martinique, le prix de l'essence a flirté avec le gaz effectivement, avec les 1,70 €. Et c'est là où on voit la différence même entre la Martinique et la France, c'est qu'il y a les personnes qui se sont mobilisées, c'était des personnes qui n'étaient pas, c'était des demandeurs d'emploi, c'était des personnes qui gagnaient le SMIC, c'était la vraie population. La population, en fait, c'est cette population qui est en difficulté tout le temps, cette population que j'ai pu côtoyer dans mes différentes activités et qui avait les mêmes problématiques qu'en Martinique. La Martinique, aujourd'hui, fait face à cette vie chère. On en parle depuis très longtemps, elle s'impose à nous de fait.
Et là, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de réponse qui est apportée. Donc, en 2009, je me suis dit, bon, il y a un moment où, effectivement, où pour permettre d'avoir de nouvelles réponses ou une nouvelle action, il faut que d'autres personnes puissent s'investir en politique. Parce que le paysage étant le même, si personne n'y va, si personne n'apporte de nouvelles idées, un nouveau visage, forcément, on reste dans cette dynamique. Alors, que d'autres personnes s'impliquent en politique, des jeunes comme vous, mais malheureusement, on a l'impression que parfois, je dirais, les idées ou les véritables preuves de cette vie chère viennent d'ailleurs. On regarde cette vidéo et on revient tout de suite. D'accord. Alors on a fini les courses, on a 21 articles, donc c'est pas énorme. On a essayé de prendre des articles qui s'achètent au quotidien, qui sont des produits de première nécessité pour plein de gens. Et alors en hexagone, ils en ont eu pour 117 € et quelques. Nous ici, on en a eu pour 173,62 €. Ça veut dire plus 48%. Vous vous rendez compte ? Et alors quand on regarde un peu, donc l'eau là, qu'on a payé beaucoup plus cher, parce que c'était 2,46 €, ça fait plus 237% ici. Le lait, plus 40%. La lessive, celle-ci, plus 53%. Le café, plus 88%. Un déodorant, plus 81%, etc., etc. Mathilde Panot de la France Insoumise. Alors, on se dit qu'effectivement beaucoup de Martiniquais comme vous, parfois impliqués, parfois un peu moins, font ce constat. Et on a l'impression qu'en réalité, nous ne nous mobilisons pas en dehors de cette grande grève de 2009 ou de certains aspects de la crise sociale de novembre dernier. Ouais. On a des personnes de l'extérieur qui viennent faire cette démonstration pour nous. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire ce constat Alors ce constat, on l'a fait. Hein. On a eu des jeunes filles aussi qui l'ont fait récemment sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a eu des influenceuses martiniquaises. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas davantage la pression? Est-ce que les élus martiniquais ne mettent pas davantage la pression? Alors ce qui est intéressant sur la vidéo, c'est que c'est une élue à l'Assemblée nationale qui a fait ce constat. Et c'est là où en politique, effectivement, l'action devrait être mise pour travailler sur ce sujet. La vie chère en Martinique, c'est un problème sur lequel on travaille, enfin que je travaille depuis 2019. Je mets ça en avant. Il y a une problématique fiscale à ce niveau-là. Il y a des choses, il y a eu plein de constats sur Facebook, sur Instagram, pour montrer cet écart de prix entre la Martinique et la France. Il y a eu beaucoup de photos, de vidéos, il y a des groupes qui se sont montés par rapport à ça. Et c'est vrai que le problème, c'est la mobilisation. En 2009, on a eu une forte mobilisation de la population martiniquaise qui a été stigmatisée malheureusement par la façon dont les choses se sont produites. Derrière, on n'a pas eu l'effet escompté, les promesses qui avaient été mises en place, le bouclier sur les produits de première nécessité. On a bien vu qu'à la sortie de la grève, beaucoup de produits n'étaient plus en rayon. Les produits sur lesquels la baisse de prix devait être effective n'a jamais été mise en rayon. Et aujourd'hui, on a l'impression, 12-13 ans après même, on a l'impression qu'on est revenu à la case départ, c'est-à-dire qu'on a des prix alors aussi par rapport à la conjoncture internationale, mais des prix qui restent très très élevés. Et on se demande comment des personnes qui ont 800-900 € de salaire, parfois moins, au niveau du seuil de pauvreté quasiment, arrivent à s'en sortir. C'est là la question. On n'est pas revenu au point de départ, c'est qu'on n'a jamais quitté ce point de départ. 2009, effectivement, a demandé à la population de se mobiliser. C'est pour ça aussi que, comparativement à la vidéo précédente, on voit cette faible mobilisation. C'est parce que les Martiniquais ont été stigmatisés, ils ont eu ce qui s'est passé en 2019 a beaucoup choqué certaines personnes de l'après, de se dire qu'effectivement ce qui s'était passé n'a pas apporté les fruits parce qu'ils n'ont pas eu de résultats, voilà, en 2009, que finalement la mobilisation n'a pas servi à grand chose. On nous a fait peur à travers les médias en disant qu'il y avait des entreprises qui allaient fermer. Enfin, il s'est passé tout un tas de choses qui aujourd'hui poussent les Martiniquais en fait, à ne plus s'investir parce qu'ils n'ont pas de résultats. Vous, à votre niveau, comment vous pouvez, vous êtes un tout petit parti, vous êtes nouveau en politique, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous impliquer? On va voir une photo qui symbolise la dernière campagne électorale que vous avez menée auprès notamment d'Olivier Bérisson, Oui. avec le drapeau rouge, vert, noir derrière. Alors vous allez nous dire si ça correspond aujourd'hui à vos aspirations, mais vous avez eu l'impression d'avoir pesé sur cette campagne pour les élections territoriales? Le score a été
pas forcément non, très mais après, encourageant. pour une première, je pense qu'il y a une percée qui se fait. C'est ce que je dis aux gens, hein. On est dans une évolution. Si on avait gagné au premier tour, ça aurait été quand même exceptionnel. Mais voilà, l'intérêt, c'est d'avoir proposé des choses, proposé de nouveaux visages, montrer que c'était possible. Après, Avec Olivier Bérisson, vous aviez des visions communes sur ce qu'il faut faire? on avait un projet commun, en tout cas, c'était d'un peu changer ce paysage politique. C'était un peu de mettre en avant des choses qui sont possibles. Il a pas mal montré la possibilité d'entrepreneurs martiniquais au niveau de ce qu'ils étaient capables de faire. C'était l'idée, en fait, de montrer que c'est possible de faire autre chose différemment avec de nouvelles personnes. Après, aujourd'hui... vos chemins se sont séparés? Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés parce qu'en fait, on s'était alliés justement par rapport à cette élection. Mais après, voilà, chacun fait sa route. Moi, j'ai continué la mienne. Lui, il a continué dans le militantisme. Il continue ses actions. Et ce qui m'avait pas mal séduit à ce niveau-là, c'est que c'est quelqu'un qui apportait de l'aide aux gens, en fait. Et c'est à travers ça que je l'ai connu. Et je trouvais qu'il faisait exactement ce qu'aurait dû faire un politicien, c'est de pouvoir aider la population sur des problématiques qu'ils ont au quotidien et de trouver des solutions. Il combat pour ça, il est toujours dans cette lutte. Et je trouve que ça manque en fait en Martinique. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui se battent comme ça. Pour la population. Le nom de votre association, c'est le Mouvement Citoyen de Martinique. Qu'est-ce qu'il a de citoyen, votre mouvement? Il a de citoyen. Ce qui définit le mouvement, en fait, c'est de remettre en fait, cette idée de citoyenneté au centre de la vision de la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la politique c'est un milieu qui est fermé, qui est très difficile d'accès, alors que c'est nous, citoyens, dans cette démarche, qui faisons vivre la politique. Donc la citoyenneté, ça intègre tout ce processus de vie dans la collectivité, dans cette démocratie. Et pour moi, l'idée, c'est de montrer aux gens qu'effectivement, on a cette possibilité. Nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de vote. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque part dommageable de ne pas utiliser ce droit, de ne pas utiliser cette capacité citoyenne à faire évoluer les choses. D'ailleurs, en France aussi, il y a beaucoup de mouvements qui se sont créés. Il y a la primaire populaire qui est en place. Et voilà, c'est des élans citoyens. Ça prouve que des personnes lambda peuvent faire des choses. Il y a eu d'autres expériences de mouvements citoyens. On se souvient notamment de celui de Nathalie Josse il y a quelques années. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché à rejoindre ou à prendre le relais de ces personnes-là? C'est ça aussi, parce qu'on m'a posé la question. Nathalie Josse, effectivement, elle avait lancé ce premier mouvement avec Martinique Citoyenne. Martinique Citoyenne, tout à fait. Et j'ai voté pour elle quand elle s'est présentée à la CT, c'était la région à cette époque-là. Mon premier vote a été pour elle parce que je me suis dit c'est une super initiative. Rien que le fait d'avoir... Je ne sais pas si c'était la région ou c'était la première... C'était la région, c'était avant que... c'était au moment où la région se transformait en CTM. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'était en 2015, je crois, si je ne me trompe pas. Et je me suis dit, je lui donne, comme on dit, je lui donne la force. Et puis derrière, c'est une bonne initiative. Dommage, elle n'a pas poursuivi. Vous avez qui autour de vous aujourd'hui? Des personnes de la société civile, comme on dit? C'est principalement des personnes de la société civile, c'est des citoyens, c'est des jeunes, des moins jeunes. D'ailleurs, le plus éloigné, il est aux États-Unis. Je l'ai rencontré via les réseaux, il m'a contacté parce qu'il a trouvé intéressant ce que je faisais. Mais vous êtes encore dans l'expérience, vous êtes encore en train de chercher véritablement la philosophie de votre mouvement. Non, la philosophie du mouvement, elle est déjà créée. Elle est claire pour vous? Elle est claire pour moi. Moi, je considère en fait qu'il y a... C'est pour ça que quand on me demande de quel bord je suis, moi je pense que aujourd'hui il y a un équilibre à créer entre les deux forces, qu'elles soient de droite ou de gauche, parce que moi je considère, parce que j'ai été salarié et chef d'entreprise d'un côté, que l'un ne va pas sans l'autre et que l'un a besoin de l'autre. Et on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on part dans une gouvernance, c'est ce qui se pose problème aujourd'hui quand on regarde la façon dont la politique a été menée. Oui. Si vous êtes de droite et que vous menez une politique de gauche, tout de suite vous faites taper dessus. Si vous êtes de gauche et que vous menez peut-être une politique de droite sur certaines idées, vous faites taper dessus. Donc aujourd'hui, l'intérêt est de montrer vraiment que par la citoyenneté, simplement, on prend les deux et puis on essaie de faire quelque chose avec, parce que la société est composée de tout ça, en fait. Il faut parler d'écologie, il faut parler de finances, il faut parler de droit salarial, il faut que les salariés puissent se sentir représentés au sein de leur entreprise, il faut que leur travail soit reconnu, parce que c'est ce qu'ils demandent. Oui. Donc voilà, c'est tout ça qui compose cette société, et je pense que là, aujourd'hui, on a passé notre temps à mettre des clivages, droite, gauche, centre, extrême gauche, extrême droite, qui aujourd'hui, pour moi, ne sont pas représentatifs vraiment de la société, puisque la société apprend dans son ensemble. Quand on va vers des fonctions de gouvernance, on gouverne l'ensemble du pays, mais pas simplement sa branche politique. Et voilà, pour moi, c'est cette ouverture d'esprit qui fait que... Est-ce que vous vous reconnaissez à travers cette personne qu'on va voir à l'écran?
qui elle sera peut-être désignée très prochainement par une primaire citoyenne Oui. De gauche. Oui. Est-ce que Mme Taubira aujourd'hui, vous la situez effectivement dans ce mouvement citoyen que vous revendiquez, ou alors est-ce que c'est juste la démarche citoyenne de l'élection, de la primaire qu'elle met en avant? Bah, je pense qu'elle fait les deux. Elle met d'abord, parce que la démarche citoyenne, l'action en tout cas, cette démarche en avant, de montrer que voilà, elle accepte la décision du peuple qui va voter. On est plus de 460 000, je crois, à être inscrits. Vous vous êtes inscrit? Je me suis inscrit, oui. Parce que voilà, dans cette même démarche citoyenne. 467 000 Oui, voilà, à peu près personnes qui se sont inscrites. Et moi, je trouve que c'est une démarche innovante et que c'est très bien de le faire parce que c'est ce qu'on demande, d'être intégré dans le processus de décision. Et Mme Taubira met ça en avant. Après, elle a dit qu'elle allait se plier au résultat. Bon, après, c'est tout à son honneur. Mais ce que j'apprécie, en fait, à travers cette image, c'est le fait que on a une ultramarine qui a décidé, pour la deuxième fois, d'aller vers une fonction présidentielle. La première fois, elle s'est fait accuser d'avoir fait battre Jospin. Oui, voilà. Enfin, ils ont tout. Là, on est dans une démarche un peu différente. Un peu différente, oui. Là, on l'accuse d'éclater la gauche avec une candidature supplémentaire, alors que voilà, la gauche est déjà éclatée. Mais voilà, moi, la démarche, c'est d'abord cette démarche où, effectivement, nous, je pense qu'ultramarins, on devrait plus être amenés à aller vers ce type de fonction. Pourquoi pas? C'est dommage de toujours laisser aux mêmes. Et je pense qu'on est autant capable de pouvoir justement aller à ce type de fonction parce que on a cette richesse de pouvoir comprendre l'ensemble des territoires et aussi d'avoir de puiser en tout cas tout ce que la France a de bon à apporter. Yann Nievili, on arrive à la fin de cette émission. Vous allez poursuivre votre démarche puisque vous avez décidé d'être candidat aux législatives. Tout à fait. Sous la bannière Mouvement Citoyen. Sous la bannière Mouvement Citoyen, oui. Comment est-ce que vous faites on n'a plus trop de temps, mais comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour financer votre mouvement? Vous le faites de votre poche? Vous avez des contributions? Et puis ça sert à quoi aujourd'hui d'aller aux législatives avec, il faut le dire, quasi aucune chance d'être élu? Pourquoi quasi aucune chance d'être élu? Non, je pense qu'aujourd'hui tout est ouvert. On a bien vu par rapport aux élus qu'on a eus dernièrement et à leur positionnement face au pass vaccinal et au pass sanitaire, les élus sont malheureusement absents du combat politique martiniquais, des problématiques martiniquaises. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le plus important, c'est le rôle du député parce qu'il est proche de la population et c'est lui qui emmène les problématiques de la population face à l'Assemblée nationale pour trouver des solutions, faire des propositions de loi. Donc voilà, aujourd'hui, je suis dans cette démarche. Comment vous allez financer la campagne? Elle va être financée par des dons divers, puisque tous ceux qui vont soutenir cette candidature vont certainement contribuer. Après, donc vous serez dans la circonscription circonscription centre, la première, voilà, du Lamentin. Et voilà, aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir tout dématérialiser. Et d'apporter en fait cette proximité entre les réunions chez l'habitant comme on a l'habitude de faire en Martinique et cette proximité digitale avec les réseaux sociaux. Et voilà, tous ceux qui vont adhérer à l'idée, au projet qu'on va mener, seront forcément vont permettre en tout cas à cette candidature d'évoluer. Bon, on a compris, vous poursuivez votre apprentissage de la politique. Moi, je dis que vous avez peu de chances d'être élu, mais je pense qu'effectivement, quand on est candidat, on y croit. Et je pense que c'est votre démarche aujourd'hui. J'y crois, mais je suis obligé d'y croire parce que je m'inscris là-dedans et depuis 2 ans, c'est mon combat. Et aujourd'hui, je pense que la sacralisation se fera par cette élection pour montrer effectivement qu'il y a des possibilités. Et je pense que le terrain, en tout cas, est très largement ouvert et qu'il y a une possibilité d'élection à la sortie. Merci beaucoup Yann Nievili. Merci à vous de nous avoir regardés. À très bientôt sur Zitata TV.